Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci va traiter de quelque chose que vous connaissez tous, les 4 éléments que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Pour tout vous dire, j'étais en train de préparer la vidéo que j'allais consacrer dans quelque temps aux 12 signes astrologiques et je me suis dit qu'il était au préalable indispensable de faire cette vidéo sur les 4 éléments car leur connaissance est fondamentale et transversale à bien des disciplines. En effet, on retrouve ces notions des 4 éléments en astrologie, bien sûr, et je rappelle que l'astrologie est, avec la numérologie, l'une des composantes de notre pratique qui est la cartologie du jeu de 52 cartes. Mais on retrouve également ces 4 éléments en alchimie, donc en spagyrie aussi, sa forme médicinale qui fut l'essentiel du travail de Paracels par exemple, mais également dans des pratiques thérapeutiques comme le magnétisme. En réalité, selon moi, ces connaissances sur ces 4 éléments ont un côté universel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, selon les anciens, les 4 éléments sont les constituants qui composent ce que l'on appelle l'énergie vitale ou souffle de vie. Et cette énergie vitale, on la retrouve dans les 3 règnes. Le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. En réalité, quand on se place sur notre plan terrestre, toute forme de vie est insufflée par cette énergie vitale et par conséquent, par l'action des 4 éléments qui la composent. Ces derniers vont alors jouer un rôle extrêmement important. Cette énergie vitale est donc considérée comme le 5e élément et on la retrouve depuis des temps très reculés dans toutes les cultures à travers le monde. En Occident, on la nomme généralement énergie vitale, mais aussi quintessence ou éther. Je rappelle que la quinte, de la quintessence, est lié au chiffre 5 et que ce dernier, dans la cartologie du jeu de 52 cartes que nous étudions, est lui-même particulièrement lié à l'homme et aux changements qui s'exercent aussi bien en lui qu'autour de lui. En Asie, l'énergie vitale porte différentes appellations. On la retrouve en Inde sous le terme de prana. En Chine, comme au Japon et dans bien d'autres pays asiatiques, l'énergie vitale qui circule au sein même de toutes les formes de vie est appelée chi. On la retrouve donc dans de nombreux traités de médecine issus de la médecine traditionnelle chinoise et de ses différentes pratiques, comme le shiatsu, la réflexologie, l'acupuncture, etc. Si on la nomme en Occident éther, c'est dû à sa fréquence de vibration qui correspond à celle du champ dit éthérique. C'est donc à travers ce dernier, dont la fréquence de vibration est plus élevée que celle du plan physique, que va circuler l'énergie vitale ou éther. Mais d'où nous vient cette connaissance sur les 4 éléments ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et pour cela, nous allons faire un voyage dans un temps très reculé. Je vais vous demander de vous imaginer à une époque très ancienne où l'homme, nous-mêmes, l'homo sapiens, n'était encore qu'un chasseur-cueilleur pour survivre. Peu importe de préciser réellement cette époque avec des dates précises. L'homo sapiens, c'est-à-dire nous, existe depuis environ 250 000 à 300 000 ans. Donc, depuis 250 000 à 300 000 ans, nos ancêtres n'avaient certainement pas les mêmes connaissances que nous, la science étant passée par là, mais ils disposaient des mêmes capacités physiques et intellectuelles. Ils étaient donc à même d'étudier et de réfléchir sur leur environnement avec les mêmes réflexions que celles que nous utilisons aujourd'hui. Et bien que d'immenses progrès technologiques aient vu le jour depuis les 4 à 5 derniers millénaires, surtout les 2 derniers, il est évident que l'homme dit préhistorique ait passé une très longue période de son histoire à vivre en tant que nomade, en suivant les troupeaux de ses proies pour chasser, tout en cueillant ce que la nature, en fonction du climat, lui procurait de comestibles. Alors donc, je vais vous demander de voyager mentalement jusqu'à cette époque très reculée et d'essayer d'imaginer une journée classique, standard, de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Une partie de la journée était consacrée à trouver de la nourriture pour s'alimenter. Cela se faisait par la chasse et la cueillette. Sortir dans la nature à cette époque-là était quelque chose de très périlleux. Les dangers étaient multiples, et une fois la nourriture trouvée, l'homme préhistorique revenait rapidement dans ce qui lui servait d'abri, une grotte généralement ou une hutte rudimentaire. En réalité, une fois revenu dans son refuge, l'homme préhistorique passait une grande partie de son temps à exécuter les autres tâches qui lui étaient vitales, à savoir cuisiner, bien sûr, préparer les plats, mais aussi développer ses outils primaires, le silex, les lances, tout ce qui lui permettait de chasser. Il s'exprimait aussi sous forme d'art, notamment pariétal, et surtout, il disposait de beaucoup de temps pour discuter. Et quand on a du temps pour discuter, on discute de choses profondes. Et c'est là que je veux en venir. Selon vous, et encore de nos jours, quel est le premier sujet que nous abordons, de façon quasi instinctive quand nous nous rencontrons et quand nous commençons une discussion ? Eh bien, nous commençons presque toujours par parler du temps qu'il fait, du climat et de la météo.
Et malgré cette relative banalité, se cache là un sujet d'une extrême importance, car c'est tout l'équilibre de la vie qui repose sur le climat et ses variations. Alors nous disons « il fait beau aujourd'hui » ou « il pleut »,« il fait froid », etc. De plus, et nous le voyons avec le réchauffement climatique, dès qu'un dérèglement se produit, c'est toute la vie dans les règnes végétal et animal qui en premier semble menacée. Eh bien, les hommes préhistoriques, nos ancêtres, quel que soit l'endroit sur lequel ils vivaient sur Terre, faisaient exactement la même chose. Ils parlaient du temps, ils parlaient du climat, ils parlaient de leur environnement. Ils avaient donc exactement les mêmes discussions que nous. Elles étaient même beaucoup plus importantes pour eux, car ils ne disposaient pas des mêmes conditions de vie, de la même protection et des connaissances suffisantes pour travailler et agir sur cet environnement. Ils étaient donc complètement dépendants de ce que la nature pouvait leur procurer. L'équilibre de la nature leur était plus que vital. Elle leur était sacrée. Ainsi, en étudiant le climat, les hommes préhistoriques avaient remarqué, avec le cycle des saisons, que leur environnement était sujet à la météo. La nature pouvait donc leur donner des conditions de vie variables. Le danger se situait dès lors qu'une condition climatique extrême se mettait en place. S'il faisait trop chaud, le sol devenait aride et trop sec pour les plantes. Impossible donc de cueillir. De même, s'il faisait trop froid, le sol gelait, ce qui empêchait également la nature de proliférer. S'il y avait des inondations, des tempêtes ou toute autre forme de manifestation violente de la nature, cela fragilisait terriblement leurs conditions de vie. Et c'est ainsi, après plusieurs millénaires d'observations intenses de la nature et du climat, que nos ancêtres ont dégagé 4 facteurs climatiques qui allaient à eux seuls déterminer leur survie. Ces 4 facteurs très importants allaient être regroupés en 2 paires, formant chacune une polarité, c'est-à-dire une échelle de valeur ou de ressenti sur un sujet bien précis, mais pouvant prendre une intensité variable croissante ou décroissante. La première de ces polarités concerne la température qui va encadrer 2 notions fondamentales, le chaud et le froid. Cette polarité, comprenant le chaud et le froid, va avoir une action particulière sur la matière et sur les éléments. C'est pourquoi, en fait, le chaud va avoir un principe actif. Il va permettre l'expansion, l'agitation et la fluidité des choses. Le froid, au contraire, va avoir un principe dit passif. Il va permettre la contraction, et par la contraction, il va permettre la résistance, l'augmentation de la résistance et donc de la solidité. Les anciens avaient remarqué que cette polarité chaud-froid avait une action sur la matière. La matière réagissait en fonction de cette polarité. En chauffant, les choses pouvaient changer d'état et en refroidissant, la matière pouvait également changer d'état. Donc ça, c'est la première polarité que les anciens ont vue, c'est le chaud et le froid. Mais je vous ai parlé de 4 facteurs. Donc les 2 autres forment une autre polarité et en fait sont l'humide et le sec. Les choses peuvent être plus ou moins sèches et plus ou moins humides. Et là, les anciens ont remarqué que l'humidité permettait de rassembler, de mettre ensemble, de mélanger, de diluer, de dissoudre en fait. Alors que le sec avait une tendance à séparer les choses, à les individualiser, à les effriter, voire à les rendre en poussière. Cet axe-là, en fait, va permettre une certaine stabilité de la matière, contrairement au chaud et au froid qui va faire réagir la matière, qui va avoir une réaction sur la matière. L'axe humide-sec va stabiliser la matière, soit en la séparant, soit en la mélangeant, mais elle va être identique, elle ne va pas vraiment changer d'état en soi. Donc on retrouve ces 2 polarités, le chaud, le froid, et de l'autre côté, l'humide et le sec. Et à partir de ces 4 notions, en fait, ils avaient absolument toute la compréhension de ce qui se passait au niveau climatique autour d'eux. Et je le rappelle, c'était vraiment vital pour eux. À partir de là, ils ont dégagé, en fait, 4 formes de réalité, d'existence réelle qui symbolisaient très bien ces 2 polarités. La première forme de vie, si je puis dire, ça va être le feu. Parce que le feu va être à la fois chaud et sec. Il va donc permettre l'augmentation de la température, mais il va assécher aussi. À son opposé, on va trouver l'eau. Et l'eau est à la fois humide et froide. Elle aura tendance à faire refroidir les choses et à les humidifier. Donc là,
on a déjà deux éléments bien concrets de la réalité et qui symbolisent à chaque fois deux branches des deux polarités qu'on a vues avant, chaud-froid, humide et sec. Il y a un autre élément vital qui est présent dans la nature partout, qui va faire ça aussi, ça va être l'air. L'air, lui, va être chaud et humide. Et en effet, quand vous regardez un petit peu la météo, qu'est-ce que nous donne la météo comme information? En fait, la météo, c'est ni plus ni moins qu'une analyse de l'air. Et ça nous permet d'étudier la température, donc on est bien sur la polarité chaud-froid, et l'humidité. Ça nous donne le taux d'humidité. Donc là, on est sur la polarité humide-sec. Et l'air a plutôt une action qui va être dirigée vers le chaud et vers l'humide. Et le quatrième élément de la réalité qui symbolise un peu ces aspects-là, ça va être justement la Terre. La Terre, elle, va être froide et sèche. D'accord ? Donc, en fait, la Terre, elle a besoin d'être chauffée par le soleil pour que les plantes poussent. Les plantes, elles ont besoin d'eau pour se nourrir. Et on va avoir besoin d'air aussi. Donc vous connaissez l'action des plantes avec la photosynthèse qui se transforme en fait le CO2 en oxygène qui nous permet de respirer. Donc c'est plus que vital pour nous. Alors voilà comment les anciens ont déterminé ces quatre éléments grâce à ces deux polarités qui agissent ou qui stabilisent la matière, que sont le chaud, le froid, l'humide et le sec. Voyons donc maintenant ces quatre éléments que sont le feu, l'eau, l'air et la terre, avec leurs caractéristiques principales. Alors le feu va être symbolisé par un triangle qui pointe vers le haut, parce que le feu a tendance à faire monter les choses, d'accord ? Donc c'est un triangle simple qui monte vers le haut. On va donner à chaque élément différentes caractéristiques. La première, ça va être le genre. Le feu, par rapport au genre, va en fait représenter l'aspect masculin des choses. C'est-à-dire quelque chose qui va pousser à l'action, à l'agitation, à l'expansion et à l'extériorisation. La deuxième caractéristique que l'on va voir pour chacun des quatre éléments, ce sont les propriétés propres que l'on se base avec les deux polarités qu'on a vues précédemment. Le feu étant chaud et sec, avec son côté chaud, il aura tendance à faire augmenter la température. Et avec le côté sec qui sépare, qui évapore, ça va être le volume qui va prendre en fait plus d'importance. On va avoir une augmentation du volume. La troisième caractéristique qu'on va voir pour chacun des quatre éléments, ça va être la force ou énergie. Il faut savoir que le feu en fait est lié à l'électricité. Quand on pense au feu, on pense souvent au feu de la cheminée, au feu, la flamme du briquet, un feu de camp. On pense souvent à ça, mais en fait, sur notre plan terrestre, dans notre plan d'existence, de réalité, il y a quelque chose qui existe vraiment et qui est beaucoup plus proche de ce que les anciens pensaient par rapport à l'élément feu. Et cette chose, c'est l'électricité. Et l'électricité fait exactement ça, en fait. Il a tendance à chauffer et à faire augmenter le volume, en fait, quelque part. La quatrième caractéristique, ça va être, bien sûr, celle qui nous intéresse particulièrement dans le jeu de 52 cartes, c'est la famille de cartes auquel correspond le symbole du feu. Et là, c'est les cœurs. Et c'est le feu de l'amour, en fait. C'est lié à l'amour, au sentiment, à la beauté, à tout ce qui va entraîner une certaine forme de passion. C'est le feu de la passion. La cinquième caractéristique, ça va être les signes astrologiques. Alors, il y a 3 signes à chaque fois, chaque élément, en fait, gouverne ou, on va dire, influence 3 signes particuliers. Donc, 3 signes fois 4 éléments, on a bien nos 12 signes astrologiques. Pour le feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, ces 3 signes astrologiques vont être particulièrement sous l'influence du feu. Et ensuite, on va voir les polarités. Parce que je regarde toujours les choses avec une certaine forme de polarité, pour savoir que la réalité et la vérité se situent vraiment quelque part entre ces deux extrêmes. Dans sa polarité positive, le feu va avoir tendance à vivifier les choses, va leur donner une certaine forme de création, de construction. Il va permettre le développement par l'action et le fait d'entreprendre. Dans sa polarité négative, en fait, il va y avoir donc, comme je le disais, une altération par changement d'état de la matière. C'est-à-dire que plus vous chauffez,
plus vous allez faire changer l'état de la matière. Les solides peuvent devenir liquides. Pour certaines matières, on est bien d'accord. Mais par exemple, c'est le cas pour les métaux. Si vous chauffez des métaux, ils vont passer de la forme solide à la forme liquide. Et de même, certaines matières qui sont d'habitude dans un état liquide, en chauffant, vont passer dans un état gazeux. Et à son extrême d'intensité, le feu va avoir tendance à détruire complètement. C'est vraiment la destruction par le feu. Donc voilà ce qui concerne le feu, le symbole du feu. Passons maintenant à son opposé direct qui est l'eau. Alors l'eau, qui est l'opposé du feu, va avoir comme symbole un triangle qui pointe vers le bas, donc c'est-à-dire exactement l'opposé du symbole du feu. Et en effet, quand on réfléchit un petit peu à ce qui se passe au niveau de la nature, l'eau a tendance à tomber, il pleut, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment tout simple à comprendre. Ça va vers le bas. Et puis il y a l'action de la gravité, il y a d'autres forces qui entrent en jeu bien sûr, mais là je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Concernant le genre, autant le feu avait un aspect masculin, autant l'eau, qui est son opposé, donc va avoir un aspect féminin. Et l'eau va pousser à l'introspection, à l'intériorisation des choses, à l'intuition, à l'émotion, au ressenti. Au niveau de ses propriétés, on a vu que l'eau était liée au froid et à l'humide. Et par son côté froid, l'eau va avoir tendance à faire baisser la température et à contracter les choses. Et l'humidité va permettre le mélange, la dissolution, la dilution des choses. Sa force ou son énergie va être le magnétisme. C'est grâce à l'eau que se crée le magnétisme. Concernant la famille de cartes dont s'occupe l'eau, ça va être le carreau. Le carreau va avoir toutes les notions de valeurs, c'est-à-dire les valeurs financières qui vont s'opposer aux valeurs morales. Donc on est bien dans le ressenti de l'eau, parce qu'il faut ressentir les choses pour développer un aspect moral de la vie. Pour les signes astrologiques, les 3 signes qui vont être placés sous l'influence de l'eau, ça va être le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Ces 3 signes-là vont être particulièrement influencés par ce que dégage l'élément eau. Dans sa polarité positive, l'eau va faire un peu comme le feu. Ça va donner la vie aussi, ça va vivifier, ça va construire. Il y aura une forme de productivité nourricière et de la mémorisation. N'oubliez pas l'aspect mémoire de l'eau. L'eau a cette capacité à garder en mémoire les choses. C'est pour ça que quand vous faites une tisane ou un thé, ou peu importe, vous diluez dans l'eau parce que l'eau va garder en fait les nutriments, ce qui est bon pour vous, à l'intérieur d'elle-même. Dans sa polarité négative, l'eau va, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'axe qui va changer, avoir une réaction sur la matière. Donc dans sa polarité négative, l'eau va faire comme le feu, une altération par changement d'état de la matière. Mais là, ça va être le contraire. C'est-à-dire que en refroidissant par son côté froid, les gaz vont se condenser et vont se transformer en état liquide. Et si on continue comme ça, si on continue à refroidir, l'état liquide va passer à l'état solide. C'est ainsi que on a une cristallisation des choses ou une glaciation par exemple de l'eau. L'eau peut passer sous la forme de glace et donc solide. Dans son intensité extrême, l'eau va décomposer, va permettre la fermentation et la dissolution. Donc voilà les principales caractéristiques de l'élément eau qu'il faut connaître et qui, je le rappelle, sont transversales à pas mal de disciplines. Donc ça peut servir à beaucoup de monde. Maintenant, voyons les 2 autres éléments qui sont en corrélation avec ces évolutions climatiques. Alors tout d'abord, l'élément air. Lui, il est symbolisé par un triangle qui pointe vers le haut. Je vous rappelle qu'il est comme le feu, il est chaud, il monte. Mais en fait, il y a une petite barre parce que l'air va se situer entre le feu et l'eau. Au niveau de son genre, l'air peut être considéré comme neutre. En fait, il n'est jamais vraiment neutre, mais il peut être masculin et donc donner une certaine expansion et ou féminin avec une certaine forme de condensation. En fait, l'air va être le messager qui va permettre à l'élément feu et à l'élément eau de circuler. Et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, dans les stations météorologiques, on analyse l'air et on a 2 données fondamentales, la température, le chaud et le froid donc, et le taux d'humidité, c'est-à-dire la polarité humide-sèche.
Au niveau de sa force, de son énergie, il n'y a pas vraiment de force en soi par rapport à l'air, puisqu'en fait l'air est le messager du feu et de l'eau. Mais comme le feu est lié à l'électricité et comme l'eau est liée au magnétisme, l'air va être un conducteur de la force électromagnétique. Alors, faut savoir aussi une chose, je vais faire un petit aparté, c'est que absolument toute forme de vie dégage un champ électromagnétique. Nous dégageons un champ électromagnétique en tant qu'être vivant. Les animaux le font, les plantes le font. Notre planète, qui est notre référentiel géocentrique pour nos études de cartes, le fait également. Alors, comment elle le fait ? Par exemple, le champ électromagnétique de la Terre, son aspect côté électricité va être plutôt généré par le noyau en fusion de métal en fusion qu'il y a au centre de la Terre, qui est donc quelque chose de très chaud et qui tourne très rapidement. Et en fait, ça génère le côté électrique du champ électromagnétique. Et qu'est-ce qui va générer le côté magnétique du champ électromagnétique de la Terre ? Ça va être la présence des océans à la surface. Et les deux vont créer, on va le voir tout à l'heure, la Terre a son utilité particulière, mais les deux vont créer un champ électromagnétique qui va pouvoir circuler à travers l'air. Donc c'est pourquoi l'élément air est un conducteur de l'électromagnétisme. Au niveau de la famille des cartes, l'élément air est lié au trèfle. Je rappelle là, alors je renvoie vers ma vidéo sur les 4 familles que j'ai fait pour les personnes qui veulent en savoir plus sur les 4 familles, mais le trèfle est lié à tout ce qui va être mental, réflexion, mémorisation des choses et communication. Les signes astrologiques, ça va être les Gémeaux, la Balance et les Verseaux. C'est 3 signes qui vont avoir tendance à beaucoup réfléchir, à donner beaucoup d'importance à la réflexion. Au niveau de sa polarité positive, comme de sa polarité négative. Je dis toujours qu'en fait, il y a une polarité en toute chose, et là on pourrait dire que l'air, comme il est neutre, il n'a pas de polarité. En fait, il joue toujours le même rôle, mais il peut avoir une polarité quand même positive et une polarité négative. En fait, son rôle à l'air, c'est de jouer pour équilibrer l'expansion du feu et la contraction de l'eau, dans les 2 cas. Donc selon la qualité de l'air, et c'est là où il y a du positif ou du négatif, soit il va très bien équilibrer l'expansion du feu et sa chaleur et son côté sec, et en même temps équilibrer la contraction de l'eau avec son côté froid et son côté humide. Mais si l'air est de mauvaise qualité, il y aura trop d'électricité ou il y aura trop de choses différentes, et donc ça va être plutôt perturbant pour la nature, pour le climat, pour l'écologie. Voilà, nous avons vu maintenant les principales caractéristiques de l'air. On va pouvoir passer au 4e et dernier élément qui joue un rôle vraiment fondamental. Et donc, c'est la Terre. Alors, la Terre, elle a comme symbole un triangle qui pointe vers le bas, comme l'eau, parce que comme l'eau, elle est froide. Mais comme l'air aussi, elle est un petit peu entre... Disons qu'elle termine, elle fait une forme de frontière, parce qu'il n'y a pas plus bas que la Terre, finalement. Après, on s'enfonce dans l'écorce terrestre. Au niveau de son genre, comme l'air, c'est un peu neutre. C'est-à-dire que la Terre peut avoir des côtés masculins et des côtés féminins. Mais la Terre contient en fait les 3 autres éléments. Je disais tout à l'heure que l'air était le messager du feu et de l'eau. La Terre, c'est la matérialisation concrète du feu, de son côté masculin, de l'eau, avec son côté féminin, et de l'air. En fait, la terre doit être brassée. On dit souvent, pour bien cultiver, il faut aérer la terre. Et elle a besoin du feu pour chauffer. Comme je le disais aussi tout à l'heure, sans chaleur, les plantes vont mal pousser, vont pas se développer. Et de la même façon, la terre va avoir besoin de l'eau, elle aura besoin d'être irriguée, arrosée, pour que les plantes puissent aussi pousser et se développer. Au niveau de ses propriétés, la terre, je le rappelle, est sur l'axe chaud-froid, il tend vers le froid, et par le froid, donc, il y a une diminution de la température et du volume. Et sur l'axe humide-sec, il tend vers le sec, c'est-à-dire la Terre va permettre la séparation et l'effritement. Sa force, son énergie, c'est un peu comme l'air aussi, mais autant l'air va être le messager de la force électromagnétique, autant la Terre va l'aider à le générer. Je vous parlais du noyau tout à l'heure qui générait l'électricité et des océans qui généraient le côté magnétique. Mais la Terre, qui est en fait une enveloppe de tout ça, en tournant va en fait jouer le rôle de générateur.
Donc ça va être un élément indispensable à la création de la force électromagnétique. Concernant la famille des cartes, dans le jeu de 52 cartes, vous le savez, la Terre est liée à la famille du pic. Et la famille du pic représente tout l'aspect de la sagesse à acquérir par l'expérience. C'est une forme d'initiation, ce sont les problèmes qu'il nous faut résoudre. Ça a un côté assez dur, un côté très terre à terre, justement, il faut être ancré. Ça passe par le travail et ça concerne aussi l'aspect de la santé. Comme pour les 3 autres éléments, il va y avoir 3 signes astrologiques qui vont être sous l'influence de l'élément terre, particulièrement. Donc ça va être les taureaux, les vierges et les capricornes. On va dire que ces 3 signes vont donner vraiment une importance à tout ce qui va être terre à terre, concret, matérialisé. Ça va être important pour eux. Pour sa polarité positive, la Terre, avec son côté froid, va avoir tendance à densifier les choses. Elle va permettre la matérialisation des choses. Et bien sûr, puisqu'elle est nourrie à la fois du feu, de l'eau et de l'air, elle va nourrir. En fait, elle va donner toute la nourriture indispensable au développement de la vie. Toujours dans sa polarité positive, par son côté sec, la Terre va permettre de disperser, de séparer les choses. On dit que souvent le pollen va aller circuler comme ça par l'air, mais il va reposer sur Terre. Et donc à différents endroits de la planète, la vie va se multiplier. La Terre a ce côté donc très nourricier, elle donne la vie, elle la matérialise. Et enfin, par la polarité négative, la Terre, avec son côté froid, va avoir tendance à congeler les choses. Du coup, il y aura une certaine forme de mémorisation et va neutraliser, en fait, le développement de la vie dans sa polarité négative. Par le côté froid et par son côté sec, eh bien, elle va tout simplement assécher. Et quand une terre est sèche, elle est pauvre, elle s'appauvrit. Et si la terre s'appauvrit, il y a un affaiblissement de la vie. Voilà pour toutes les informations concernant ces 4 éléments. Voilà, ça m'a paru assez indispensable de faire cette vidéo par son côté transversal, parce que bien sûr, ça nous sert à nous concernant la pratique de la cartologie du jeu de 52 cartes, mais ça va aussi intéresser toutes les personnes qui s'intéressent à l'alchimie, qui s'intéressent aux soins énergétiques, etc. Donc, c'est vraiment à la limite la première vidéo à regarder avant de voir celle que j'ai faite sur les 4 familles, donc très très liées aux 4 éléments, mais il y a aussi les 13 rangs de cartes, il y a aussi les 7 planètes, et donc je vais enfin pouvoir commencer à faire la vidéo sur les 12 signes astrologiques maintenant que cette vidéo est sortie. Donc on parlait bien des 4 éléments, et on pourrait me poser la question, d'accord, ça c'est plutôt en fait quelque chose qui est hérédité de la culture occidentale. On retrouve ces 4 éléments en Inde à travers l'Ayurveda. Il faut savoir que l'Inde en fait a gardé cette même notion de 4 éléments constitutifs de la vie. Mais qu'en est-il des 5 éléments qui sont reliés à la médecine traditionnelle chinoise et donc toutes les pratiques qui en découlent? Et ça, c'est une question que je me suis posée pendant de nombreuses années, parce que quand on réfléchit à ces sujets, on a l'habitude de faire des correspondances pour un petit peu tout. Et j'ai vraiment essayé de comprendre les correspondances qu'il y avait entre les 4 éléments, à la fois de la culture occidentale et de celle qu'on retrouve en Inde, et des 5 éléments qu'on retrouve à travers la médecine traditionnelle chinoise. Et c'était assez facile, c'était tentant parce que il y avait des éléments qui étaient en commun. Le feu, par exemple, était le même dans les 2 systèmes. L'air et l'eau, pareil, on les retrouvait dans les 2 systèmes. Mais le problème se posait au niveau de la terre. Parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, en fait, la terre n'existe pas. On a le bois et le métal. Et le bois et le métal sont bien, en fait, des formes de vie, minérale et végétale, mais qui sont intrinsèquement liées à la Terre. Les métaux se transforment sur des échelles de temps très longues, sur des millénaires, à l'intérieur de la Terre. Et le bois, en fait, prend naissance dans la Terre. Et les racines continuent à pousser dans la Terre. Donc, ça me posait un problème. Et en fait, j'ai réalisé que ça servait à rien de réfléchir à ces notions-là. Parce que ce qui a fait vraiment clé chez moi, dans cette compréhension, c'est les chiffres.
D'un côté, on a un système avec 4 éléments et de l'autre, on a un système avec 5 éléments. La différence entre ces deux systèmes-là, c'est justement le chiffre. Un 4 n'est pas un 5. Et pourtant, ces deux notions permettaient de, entre guillemets, s'occuper du bien-être des gens, d'apaiser leur douleur, de les soigner, de prendre soin d'eux, d'avoir une action médicinale sur eux. Et ils le font tous les deux très bien. Mais ils le font avec deux approches différentes. Donc la médecine traditionnelle chinoise qui utilise les 5 éléments, en fait, elle se base sur le nombre 5, c'est-à-dire qu'elle a divisé la Terre en deux parties, le métal et le bois qui ont chacun leur domaine d'action. Et ça marche très très bien parce que le 5, encore une fois, est lié à l'homme. Donc en fait, ce système-là, c'est juste une suite du système des 4 éléments, mais plus spécialisé, plus poussé dans l'étude en fait du fonctionnement du règne animal. Parce qu'on peut retrouver aussi des pratiques liées à la médecine traditionnelle chinoise, comme le shiatsu, qui va s'adresser par exemple aux chevaux. Il y a du shiatsu équin, il y a des choses qui existent pour les chiens, pour les différentes formes animales. Donc c'est très bien, mais ça reste vraiment très axé sur le règne animal. Alors que si on prend en fait l'autre système, celui dont on vient de parler avec les 4 éléments, donc le 4, on est bien d'accord, et arrive avant le 5. Il est plus proche du 0. Et dans ma compréhension des choses, en fait, le 0, c'est le créateur de toute chose. C'est l'indéfinissable, c'est l'innommable. Donc plus on se rapproche du 0, plus on va comprendre et englober dans sa compréhension plus de règne, en fait, de vie. Et effectivement, les 4 éléments s'adressent très bien au règne animal, par le magnétisme, par tout ce qui va être purement énergétique, parce qu'on est vraiment dans l'énergie vitale, mais pas que au règne animal, aussi au règne végétal, voire au règne minéral. Il est tout à fait possible de magnétiser de l'eau, de lui insuffler une certaine forme d'énergie positive. Il est tout à fait possible, en fait, d'utiliser les pierres et de les régénérer. Il est tout à fait possible d'insuffler, en fait, une énergie vitale dans chacun des 3 règnes de la vie. Et voilà où se situent les deux différences. Mais sur un plan purement soin concernant l'humain, les deux marchent très bien. L'avantage de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'ils ont gardé des écrits et qu'ils ont cartographié en fait les circuits de l'énergie vitale à travers le corps, ce qu'on appelle les méridiens. Voilà, et ça c'est très bien et ça marche très très bien. Mais le magnétisme et tout ce qui va vraiment marcher sous l'aspect des 4 éléments va pouvoir avoir une action sur les 3 règnes. Et c'est là la grosse différence en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné quelques connaissances concernant les 4 éléments parce qu'on en parle beaucoup. Il y a des films, il y a des mangas, il y a des BD, il y a un petit peu tout qui parle de ces 4 éléments, mais tout le monde les connaît. Mais peu de monde en fait comprennent d'où ça vient, et ça c'est toutes les explications que je vous ai données sur notre passé très lointain d'observation de la nature qui a vraiment duré pendant des années et des années, des millénaires on peut dire, et en fait comment on peut s'en servir maintenant de façon intelligente. Alors si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications, et donc je ferai bientôt la vidéo que je pensais faire avant celle-ci sur les 12 signes astrologiques et on en aura fini avec le symbolisme qui concerne la pratique de la cartologie du jeu de 52 cartes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.